En tant qu'architecte, en tant qu'urbaniste, la question effectivement de la reconstruction après conflit, et surtout après conflit armé, pose un certain nombre de problèmes et pose aussi un certain nombre de questions, et ce sont ces questions et ces problèmes que je voulais partager avec vous. Alors, le titre de ma présentation, effectivement, va tourner autour de cette définition de Harold Dwight Lasswell, qui est la définition de la gouvernance. Who can do what to whom with authority. Je vais commencer par une petite, c'est un peu aussi la tradition arabe, je vais commencer par une petite fable pour vous donner le ton. La petite fable, c'était la famine, mais tout le monde ne mourait pas de faim pour autant. Les riches avaient pris soin de faire d'amples réserves de blé, d'huile, de légumes secs et de viande séchée. Khalidja dit alors à son mari, « Nasreddin, toute la ville te tient pour un homme sage. Ne reste pas les bras croisés, va sur la place, rassemble tout le monde et tente de convaincre les riches de donner à manger aux pauvres. » Nasreddin trouve pour une fois que sa femme a raison, il fait comme elle a dit, et 2 heures après rentre la mine réjouie. « Ma femme, rendons grâce à Allah le miséricordieux. »« Ah, tu as donc réussi ? » ?»« Ce n'était pas une mission facile. À moitié. »« Comment cela, à moitié ? » ?»« Oui, j'ai réussi à convaincre les pauvres. » Cette petite fable pourrait s'appliquer à la reconstruction des villes touchées par des conflits, d'une guerre civile ou tout autre désastre majeur. Qu'il s'agisse, comme ici, de nourriture ou de la reconstruction d'une ville, la question du partage rencontre toujours l'approbation des plus pauvres, mais pas ou peu celle des plus riches. Comme urbanistes, nous regardons toujours ce qu'une collaboration fait gagner, mais nous ne nous posons pas la question de ce qu'elle peut faire perdre et à qui elle fait perdre. En réfléchissant à la problématique que pose Ila Souria aux urbanistes, aux architectes, je me suis remémoré cette expérience et les questions qu'elle posait. Lorsque nous, occidentaux, européens et américains du Nord, envisageons d'apporter nos connaissances et nos théories aux reconstructions des villes syriennes, comment pouvons-nous aborder le problème du contexte, de la société et de la réalité historique de ces villes ? Devons-nous rester sur des concepts de l'urbanisme scientifique ou devons-nous réfléchir à une autre approche ? Si je vous parle de l'urbanisme scientifique, c'est que c'est un urbanisme qui est né, en fait, à la fin du XVIIIe siècle, il n'a pas toujours existé, il est né d'une catastrophe. Il est né du désastre de Lisbonne en 1755. Vous vous souvenez du désastre de Lisbonne, un tremblement de terre, un raz-de-marée, enfin un tsunami, des incendies qui ont suivi, la ville est rasée. Suite à ce désastre, le marquis de Pombal va faire appel à 3 ingénieurs militaires pour reconstruire le centre de la ville. En préférant des ingénieurs militaires à des architectes, Pombal rompt avec l'urbanisme artistique qui a prévalu jusque-là dans toute l'Europe. L'urbanisme scientifique acquiert ensuite ses lettres de noblesse avec les mathématiques et puis ensuite avec les statistiques. Depuis, nous regardons l'ensemble des établissements humains à travers ce paradigme de l'urbanisme scientifique. À la fois modèle de forme organisationnelle, évolutive et réponse rationnelle aux problèmes de gestion et de gouvernance des biens et des êtres. Je vous rappelle que la Charte d'Athènes est à ce titre un modèle de l'hégémonie de notre pensée rationaliste universalisante, qui nous fait regarder de la même façon toute intervention urbaine, où qu'elle se situe, qu'il s'agisse de développement ou de reconstruction. La science de nos modèles théoriques leur permet de s'imposer partout dans l'indifférence du contexte et de l'échelle d'intervention. C'est du reste dans cette vision toute positive des moyens et des buts qu'André Corboz voit l'échec de la planification. De la même façon que l'urbanisme scientifique avait remplacé l'urbanisme artistique classique, nous sommes confrontés aujourd'hui à une nouvelle approche urbanistique qui remet en cause l'urbanisme scientifique. D'une certaine façon, l'urbanisme scientifique est mort. Est-il remplacé, comme le suggère Corboz, par la théorie des jeux et la prise en charge du désordre à travers les théories d'Edgar Morin de la pensée complexe ? Nul doute que nous devons désormais mieux comprendre ce sur quoi nous cherchons à intervenir comme urbanisme ou architecte. Dans le problème qui est posé par la reconstruction de la Syrie, nous devons nous interroger sur la notion même de guerre civile urbaine et sur la situation des villes dans ce type particulier de conflit. D'un autre côté, n'oublions pas que la guerre, selon la formule de Michel Foucault, c'est le passeur qui permet de passer d'un système de droit à un autre. Le droit suspendu durant le conflit ne retrouve pas ses marques initiales une fois la guerre terminée. Le droit urbain n'échappe pas à ces bouleversements.
Enfin, si nous considérons que notre travail d'urbaniste a changé de nature et que nous cherchons de nouvelles gouvernances pour la reconstruction des villes, il faut nous interroger sur la nature même de cette gouvernance, ce qu'elle vise, comment la mettre en œuvre et avec qui. L'urbanisme scientifique nous a habitués à urbaniser comme on bombarde, du haut, de loin et à l'aveugle. Il faut repenser ces outils et ces théories. Il existe pour nous, urbanistes, une différence notable entre la ville dans une situation de guerre et dans une situation de guerre civile. Dans le cas d'une guerre, la ville est une cible. Dans le cas d'une guerre civile, c'est un territoire de combat pour des combattants. La guerre classique opère généralement une destruction aveugle sans distinction des zones visées. Dans la guerre civile, chaque quartier, chaque maison, chaque monument abrite des ennemis ou des alliés. La connaissance de la topographie urbaine permet de monter avec précision des opérations militaires et de cibler des destructions. Cela conditionne naturellement la nature de la reconstruction. On peut constater du reste que dans la plupart des cas de guerre civile, les intérêts internationaux, y compris les sièges sociaux et les banques, des investisseurs sont préservés et restent opérationnels durant le conflit. Il s'agit effectivement, contrairement dans le cas d'une guerre normale ou dans le cas d'une catastrophe, comme certains exemples qui ont été présentés, on est face à une reconstruction collective par une population qui remet sa ville en état. En général, on unit nos forces pour remettre cette ville. Mais, dans le cas de guerre civile, on se trouve quand même en face de diverses actions, pas nécessairement liées entre elles, et qui dépendaient des enjeux et rivalités encore en place, du potentiel spéculatif du territoire, de la communauté en place et des capacités d'investissement de ces communautés. Cela signifie que les stratégies urbaines doivent être repensées au cas par cas, qu'il n'existe pas de terrain ou de territoire homogène, encore moins de projets préconçus, applicables méthodiquement. Ce qui est important, c'est aussi de se rappeler qu'il y a deux niveaux d'urbanisation dans la ville, il y a deux niveaux d'intervention dans la ville. L'échelle globale et l'échelle locale. En fonctionnant avec les outils et les modes de pensée de l'urbanisme scientifique et fonctionnel, les urbanistes ont fréquemment négligé l'urbanisme local. Aujourd'hui, en s'adressant plus à la reconstruction collaborative et aux enjeux sociétaux des projets urbains, ils oublient et sous-estiment l'importance de l'échelle globale. Au niveau global, la ville joue un rôle central. Il faut se rappeler qu'il n'y a pas d'échange possible sans les villes et que les villes fonctionnent dans un système de rivalité. Et elles doivent se doter, bien sûr, de projets qui leur permettent de fonctionner avec leurs rivales et de fonctionner aussi bien au niveau économique qu'au niveau de leur image. Cette échelle a longtemps été l'échelle de prédilection de l'urbanisme, de planification, que ce soit à travers des projets de prestige dans les centres d'affaires ou dans les tracés monumentaux et régulés des quartiers résidentiels. Au niveau local, l'urbaniste de la reconstruction est confronté à une autre échelle, l'échelle de la communauté, de la vie quotidienne, de la sécurisation sociale et économique des individus, des choix individuels et collectifs et des libertés, mais aussi des rivalités communautaires, des antagonismes sociétaux et des conflits ethniques et religieux. C'est à ce niveau que se posent les problèmes de droit d'usage des sols, des droits de propriété, notamment après le brassage du droit opéré par l'état de guerre, ou des raisons de l'échec d'aide à la reconstruction, ou les raisons, des échecs d'aide à la reconstruction viennent de la plupart du temps de l'ignorance des paramètres légaux, économiques et sociaux locaux, et des usages des habitants. Plus encore, et c'est le cas par exemple d'Haïti, une méconnaissance des réalités des propriétés foncières autant que des besoins financiers et juridiques pour la remise en état des sols ont empêché une partie importante de la reconstruction, même temporaire. L'urbanisme au niveau local doit apprendre à gérer le désordre ou ce qu'il perçoit comme tel. Le désordre, c'est simplement un ordre qu'on ne cherche pas, nous dit Bergson. Et l'informel perçu se révèle le plus souvent être une organisation parfaitement cohérente, mais étrangère à nos paradigmes occidentaux. Je vous rappelle, puisqu'on évoquait le problème de l'informel au début de cette session, que selon The Economist, l'économie informelle est la seconde économie mondiale. Simplement, elle échappe absolument à tous les circuits. Les destinataires de la reconstruction sont les citoyens, mais la question se pose, les citoyens sont-ils simplement les destinataires passifs de cette reconstruction ou doivent-ils y être associés et comment ? Au Liban ou en Syrie, nous sommes en face de sociétés très structurées politiquement et dans lesquelles le développement des villes a toujours été reconnu et admiré. Damas, Alep, Homs sont décrites depuis le XIIe siècle par des voyageurs arabes
et loués pour leurs monuments et leur beauté, appréciés pour la richesse de leur société et l'importance de leur économie. Peu de temps avant la guerre, ces villes faisaient l'admiration encore des visiteurs. Alors que proposer qui puisse aider? La réponse immédiate est le développement durable de ces villes. Mais quel développement durable? Et dans quel sens peut-il répondre au contexte de ces villes? Depuis Gros-Brundtland et son célèbre rapport, il est convenu de définir tout développement durable à l'aune de ces trois composantes que sont le social, l'économique et l'écologique. Mais la nature est devenue un tel objet de culte qu'on en oublie l'économique et le social, et que la ville durable occidentale se confond aujourd'hui avec la ville verte. Ces oublis du social et surtout de l'économique ne sont pas fortuits. Nous retrouvons là l'idéalisation d'un urbanisme hégémonique international que nous évoquions plus haut. Rester dans son interprétation détournée, qui non seulement ne rend pas compte de la réalité du développement durable, mais surtout ostracise tout un monde pour lequel les priorités urbaines ne se mesurent pas en espaces verts ou en pistes cyclables. Ce que l'on pourrait proposer aujourd'hui, c'est le principe d'un développement durable qui s'appuierait non pas sur le social et l'économique, mais intégrerait le politique. Bien sûr, ce n'est pas le politique au sens uniquement politique, mais au sens effectivement des affaires de la cité. On peut proposer un certain nombre de fonctionnements qui permettent de penser ces trois données liées entre elles et qui permettent également de comprendre à quel niveau s'articulerait la gouvernance entre le politique et le social, entre le politique et l'économique, et entre le social et l'économique. On est effectivement dans un modèle comme celui-là. Ce n'est pas qu'on a évacué l'écologie, bien sûr, mais l'idée serait plutôt de ramener l'écologie dans le domaine du politique, c'est-à-dire dans le mode de la gestion et de la gestion de la ville. Sans oublier du reste que ces deux éléments s'articulent toujours selon trois niveaux. Je vous ai dit qu'il y avait un niveau global de la ville qui est en général montré à travers la notion économique. Il y avait un niveau local de la ville qui est montré à travers le social, le politique étant à l'articulation de cela, en faisant rentrer effectivement, permettant par les taxes, l'entrée des taxes et des impôts, les services et les infrastructures qui permettent de constituer un socle ou de régénérer un socle d'une ville. Et on voit que l'aspect national, l'aspect gouvernemental, l'aspect de la grande gestion permet effectivement de contrôler ces deux éléments. Ce qui se passe généralement, c'est que l'apparition de l'informel ou la disparition d'un des deux éléments réduit considérablement, bien sûr, le social, fait que l'économique échappe au niveau national et on est dans un cycle d'appauvrissement d'une société. Une économie extérieure, effectivement, une économie informelle se crée et fonctionne, permet aux individus de survivre. Une économie globale, elle, va plutôt vers l'extérieur et intéresse plus le système mondial que le système national. Et le système national se réduit et s'appauvrit en cherchant effectivement à rester à ce niveau-là. On nous a demandé 4 éléments de questionnement. Je propose cela. De quel contexte partir? L'histoire, le présent, le futur. Sur quelle base du droit, de l'usage? Avec qui? Quels experts? Quel pouvoir? La question qui se pose toujours, et notamment pour les villes, est-ce qu'on reconstruit? Est-ce que l'on construit? Les exemples au moment de la Seconde Guerre mondiale en Europe sont assez connus. Il y a des exemples de reconstruction, des exemples de construction. Et quand? Est-ce qu'il faut anticiper ou est-ce qu'il faut attendre de voir comment les choses se passent?